Merci pour l'invitation, même si c'est une invitation un peu piège du dimanche, mais bon, je pense que c'est un sujet qui est assez important, donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Par contre, j'ai un peu paniqué quand j'ai entendu qu'on allait parler des objectifs de développement durable. Ça va pas être frontalement là-dessus. En fait, j'ai plutôt choisi de parler en général, donner l'exemple de ce qui se passe dans le domaine de la recherche en astrophysique, toutes les actions qui ont été mises en place, les pourquoi, les comment, et un peu les réflexions qui sont en cours, où est-ce qu'on en est, et en espérant que ça vous permette de vous inspirer et puis aussi de comparer, enfin voilà, de mettre ça en place aussi dans votre communauté, sachant que je n'ai aucune idée de où ça en est. Donc voilà, donc effectivement, je suis astrophysicienne, donc comme c'est dimanche, on va quand même parler un petit peu d'astrophysique, hein, se faire plaisir. Et donc moi, ce que je fais, alors hop, on a changé, non, raté, encore, c'est bon. Moi, ce que je fais, donc, c'est comme on l'a dit juste avant, c'est de faire. Je vois absolument pas ce qu'il y a écrit sur mes slides, c'est gênant. Voilà, c'est pas grave. Je fais de l'imagerie d'exoplanètes. Donc, l'idée, c'est de regarder l'environnement proche, pardon, des étoiles qui sont enfin, des étoiles qui sont assez proches du Soleil, en fait. Donc, typiquement, les étoiles qu'on voit la nuit dans le ciel. Donc, on a ce genre d'image ici. Donc, vous voyez l'étoile au milieu avec les quatre petites planètes autour qui sont en fait la lumière émise par ces planètes. Donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui. On peut faire des photos de ça. On peut aussi faire des photos de ce qu'on appelle des disques protoplanétaires. Donc en fait, ça va être un disque autour de l'étoile en formation, enfin qui est en train de finir de se former, dans lequel les planètes vont prendre naissance. Et donc ce disque, il est constitué de gaz et de poussière. Et un peu plus tard dans la vie du système planétaire, il va y avoir ce qu'on appelle un disque de débris. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astronomie, c'est l'analogue de la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. Et donc là, le gaz va être quasiment disparu. Il va rester essentiellement des petites poussières. Et ce que vous voyez sur cette image à droite, comme celle à gauche, en fait, c'est la lumière de l'étoile au centre de l'image que j'ai cachée, qui va être diffusée par les petites poussières ici. Et donc, pourquoi est-ce qu'en tant qu'astrophysicien, astrophysicienne, on s'amuse à regarder, à faire des images d'exoplanètes? Donc, il y a plusieurs raisons. C'est le Graal, c'est vraiment de comprendre la formation des planètes. Donc, on va pouvoir faire un suivi temporel et avoir une idée des interactions dynamiques entre les planètes, entre le disque et la planète, évidemment, les interactions avec l'étoile. Mais comme je vous ai dit, on regarde la planète, enfin, la lumière émise par ces planètes. Du coup, ça nous permet de faire de la spectroscopie. Chose avec laquelle vous êtes aussi très familier, et donc de regarder la structure et la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes. Et ce qui est intéressant avec l'imagerie, c'est qu'on peut voir, comme vous voyez sur ces photos, vraiment toute l'architecture, donc les planètes par rapport à l'étoile, s'il y a des étoiles qui sont binaires, comment elles se placent par rapport au disque. On voit plein de choses ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une spirale ici, il y a un petit pont de matière là, enfin, il y a plein de petites choses. Et donc, ce qu'on veut, c'est la démographie des exoplanètes. On veut savoir autour de quel type d'étoile, quel type d'exoplanète il y a, etc. Et en imagerie, on voit surtout ce qu'on appelle des géantes gazeuses, donc plutôt analogues à des Jupiter assez, donc la plus grosse planète du système solaire, qui fait une vingtaine de fois la taille de la Terre, et essentiellement constituée de gaz. Et donc, il n'y a pas que l'imagerie, il y a un tas de méthodes dites indirectes. Vous avez sûrement entendu parler de ce genre de méthodes. Il y a ce qu'on appelle les vitesses radiales. Je ne vais pas aller dedans. Les transits, c'est la planète qui passe devant. Et donc, on observe, on regarde juste la lumière de l'étoile dans ces méthodes indirectes. Et on regarde l'effet de la planète sur la lumière de l'étoile. Donc, le transit, c'est juste, on observe un dimming. Donc, on voit que la lumière diminue de façon régulière. Et on associe ça au passage d'une planète comme une éclipse, en fait devant l'étoile, il y a ce qu'on appelle les micro-lentilles gravitationnelles, l'astrométrie. Bon, voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a détecté à peu près 5000 exoplanètes. Et un peu le gros Graal, en tout cas ce qu'on donne aux instances qui nous donnent des sous pour faire notre recherche, c'est comprendre les origines de la vie, l'apparition de la vie, quelque chose qui est quand même qui fait assez rêver, qui est assez clair à comprendre. Et donc aujourd'hui, on en est où? Depuis 1995, prix Nobel d'il y a quelques années de Didier Queloz et Michel Mayor, la première exoplanète découverte. Aujourd'hui, on a découvert à peu près 5000 exoplanètes, un peu plus que ça. Et si on regarde la répartition du genre de planètes qu'on a, on a des trucs complètement différents de ce que nous, on connaît dans notre système solaire, où c'est bien rangé avec proche du Soleil les telluriques, donc les planètes rocheuses, Vénus, la Terre, Mercure, Mars. Après, on a les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, et ensuite les géantes glacées. C'est tout bien propre. En fait, c'est pas du tout comme ça autour des autres étoiles. Et on a assez peu, en haut à droite, vous voyez que seulement 4% de ce qu'on appelle des petites planètes rocheuses
des planètes terrestres qui seraient un peu analogues à la Terre. Euh, donc ça, c'était pour vous donner un background. Euh, et ensuite, quand on essaye de comprendre donc l'habitabilité de la planète Terre, parce que c'est vraiment le mot-clé, ça va être cette notion d'habitabilité. Il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets derrière, parce qu'en fait, ça dépend de plein de paramètres. Mais par exemple, la Terre, il se trouve que c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui est assez cool. Elle a une durée de vie de 15 milliards d'années, donc on a le temps, on est tranquille. Elle est toute seule. La plupart des étoiles, en fait, viennent en couple, en trouble, en ce que vous voulez, mais rarement, en fait, seules, isolées. Plus souvent, 70%, c'est des binaires ou plus. Donc, elle a une durée de vie longue, elle est petite et elle a pas beaucoup d'activité aussi. Donc, on ne se prend pas des salves pardon, je vais arriver, de particules nocives toutes les 5 minutes. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, il y a Jupiter, justement, qui est une grosse planète qui a été très importante dans l'histoire de la dynamique du système solaire. Et en résumé, Jupiter fait qu'on ne se prend pas tous les 4 matins une météorite sur la tronche. Plutôt intéressant. La Lune, qui a stabilisé en fait la rotation de la Terre sur elle-même, hyper important, et qui fait qu'en fait l'axe de rotation de la Terre ne varie pas trop, et donc les températures à un endroit donné sur Terre sont quand même assez stables. Donc pareil, c'est important pour l'émergence de la vie telle qu'on la connaît sur les continents, parce que les océans, au fond des océans, 3000 mètres de fond, c'est pas un truc qui les touche forcément. Et encore, on ne sait pas, parce que malheureusement, les recherches sur ce genre de sujet ont été moins prolifiques que sur l'astronomie. C'est un autre sujet. Le poids de la Terre, il est nickel parce que ça a réussi, ça permet de contenir l'atmosphère. Si elle avait été plus petite, l'atmosphère n'aurait pas pu s'accréter, quoi, elle aurait été soufflée. Et aussi la mise en place d'un champ magnétique. Champ magnétique qui nous protège des rayons nocifs qui viennent du soleil. Euh, la base de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment basé sur du carbone. On en a pléthore. Il y a de l'eau. Le diagramme de l'eau, il est super intéressant. Il y a des milliards de choses à dire. Vous en savez sûrement beaucoup plus que moi là-dessus, mais ça participe à ça. Et il y a aussi la tectonique des plaques qui fait que non seulement on a un cycle hydraulique d'eau, mais on a aussi un cycle du carbone. Et ça, c'est juste des mini-trucs astronomiques. Je ne suis pas biologiste, mais il y a plein de petites choses comme ça. Donc, comment avec tout ça, on peut réfléchir justement à finalement notre place et comment on affecte évidemment les conditions d'habitabilité de la Terre. Et donc c'est là qu'il y a un gros paradoxe, c'est que les astronomes, on est vraiment de plus en plus proches de trouver une planète dite habitable avec beaucoup, beaucoup de guillemets, mais en même temps, l'habitabilité de la Terre elle-même est menacée. Et l'image que vous avez en fond, c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est un télescope qui est dédié à la recherche d'intelligence artificielle qui s'appelle SETI. Pour ceux qui sont fans de SF, Contact de Carl Sagan, c'est ce genre de truc. Et en fait, ce que vous voyez dans le fond, l'espèce d'énorme panache, c'est lors du Fry Fire en 2021, le méga feu en Californie. Euh, donc ça, le feu le cendre, pardon, le panache de cendre qu'il y a à cause de ça. Et on voit la lumière du soleil qui est extrêmement rouge parce qu'extrêmement diffusée par ces cendres. Donc on n'a plus accès en plus à des observations. Du coup, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et j'espère que ça vous va, je voulais vous passer en revue assez rapidement les bases du climat terrestre, les bases du dérèglement climatique assez rapidement et crise environnementale, parce qu'en fait c'est très très lié, c'est complètement interdépendant. Et ensuite vous parler de la recherche en astronomie, astrophysique et la façon dont on peut aborder le problème. Donc là, enfin, moi j'ai décidé pour vous de l'aborder comme ça, avec d'autres collègues, c'est déjà de voir comment on subit cette crise environnementale, comment on y participe, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sensibilisation et toutes les questions en fait qui sont très connexes dans notre société là-dessus, parce que c'est un problème systémique. L'image de fond, petit aparté, c'est la première image de la Terre qui a été prise de l'espace, donc à peu près à 100 km d'altitude, par un missile. Voilà, donc ça c'est moins drôle, mais 1946, c'est vrai que c'est venu très très tard et ça correspond au début de la période de ce qu'on appelle la grande accélération. Je reviendrai là-dessus. Alors, le climat terrestre, le plus important, comme je l'ai dit, c'est le Soleil, une petite étoile jaune naine de 5 milliards d'années sur ses 15 milliards d'années de vie. Nous, on dit c'est une G5V, mais c'est pas très intéressant. Et c'est ça qui va être le moteur de tout.
Le Soleil va nous envoyer de l'énergie et l'énergie va être répartie sur le globe, là en haut à gauche, terrestre, donc pas de la même manière, enfin, sur une plus grande surface au pôle qu'à l'équateur. C'est ce qu'on observe à midi au zénith, on s'en prend en pleine blinde et il fait super chaud, alors qu'au coucher du Soleil, il fait plus frais, donc, la base. Et ça va créer sur la surface de la Terre un déséquilibre de l'énergie reçue par surface. Et c'est en voulant rééquilibrer la température associée à la rotation de la Terre sur elle-même que va se mettre en place ce qu'on appelle les courants atmosphériques. Avant ça, un petit point sur l'atmosphère de la Terre. Donc, par convention, on définit la limite à peu près 100 km de hauteur, sachant qu'évidemment, c'est un continuum. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une structure. Donc là, si vous regardez l'altitude en fonction de la température, vous voyez que la température du niveau du sol, quand on monte, ça, vous l'avez sûrement fait l'expérience sensible, plus vous montez, plus il fait frais. Puis en fait, vous arrivez à un moment où la direction du gradient de température va changer ou là, au contraire, plus vous montez en altitude, plus il fait chaud, parce que vous allez recevoir le rayonnement du soleil. Ensuite, il y a la mésosphère, la thermosphère. Donc, c'est stratifié comme ça. En bleu, là, vous avez la pression. Et ce qu'on appelle la troposphère, c'est un endroit hyper important parce que c'est là que se passent tous les phénomènes météorologiques. Il y a 75% dans cette troposphère, vu que c'est plus proche du sol, gravité, tout ça. 75% de la masse de l'atmosphère dans la troposphère, 90% de l'eau. Et elle est définie à peu près 12 km, donc là où les avions de ligne vont passer, 6 km au pôle et à l'équateur un peu plus, en moyenne 16, 18, j'ai mis 18 km, mais je crois que c'est 16, on n'est pas à 2 km près. Mais voilà. Euh, donc, c'est ce que je vous disais, les gradients de température associés à la rotation de la Terre provoquent la mise en place du moteur en fait de la circulation atmosphérique du globe. Et donc, il y a en l'occurrence des cellules. Donc, il y a les cellules de Hadley, les cellules de Ferrel. Ici, c'est pas marqué, il y a marqué 1000 latitudes, mais elle s'appelle Ferrel. Et les cellules polaires. Donc, il y a avec des courants chauds qui vont monter, des courants froids qui vont descendre. En plus, ça va évidemment interagir avec la cryosphère, donc les calottes polaires. Et c'est ce que j'ai mis à droite, un petit zoom sur l'interaction entre la cellule de Ferrel et de Hadley à l'équateur, qui va expliquer pourquoi dans les zones équatoriales, on a énormément de... Parce que l'humidité va monter, en fait, l'air chaud peut contenir plus d'humidité. Et il y a un moment, en fait, où cette zone de basse pression va faire tout ce qui est mousson, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les jet streams. Enfin, il y a plein de trucs très intéressants à dire, mais bon, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. C'est assez passionnant, mais... oups. Voilà. Et ce qui est important, c'est de dire que ça, c'est source d'oscillations climatiques. Donc, on a des cycles climatiques qui vont évoluer sur des années ou des décennies, même parfois plus longtemps. Et ces oscillations, elles vont affecter le climat mondial et régional. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose dans le Pacifique, en fait, on le ressent en Europe. Typiquement, les années El Niño, La Niña, que vous avez sûrement entendu parler de ça aussi, c'est une oscillation qui a une période entre 4, enfin autour de 4, donc entre 2 et 7 ans. Et bah, ça va vraiment affecter les années La Niña. On sait qu'en Europe, c'est des années plus froides. Donc, tout ça pour dire que le climat terrestre, c'est un système qui est chaotique, qui est en équilibre. Mais chaotique, ça veut aussi dire que si on met un petit POC, enfin ça, vous devez vraiment bosser là-dessus. Donc, je vous explique un peu la base. Mais si vous mettez un petit POC, bah, ça va tout changer. Euh, et évidemment, ça, je vous ai parlé juste de l'atmosphère, de l'air, qui est quand même assez ténue, mais il y a aussi l'océan qui est 70%, plus de 70% de la surface de la Terre, qui recouvre, pardon, plus de 70% de la surface de la Terre. Et donc, associé à la circulation atmosphérique, il y a une interface en RO et la distribution des continents et leur orographie. Donc, il va aussi y avoir le même genre de choses. Donc, il y a aussi des strates qui sont pas qui peuvent être définies par la température, comme ce que je vous ai mis ici, mais aussi par la salinité, le degré d'oxygénation, etc. Et donc, énorme interaction, encore une fois, avec la biodiversité et tout ce qui vit dans les océans, qui sont globalement vides. Et donc, il y a des grands courants océaniques très connus. Et puis, si vous allez plus dans les détails, il y a plein de petits courants. Vous avez entendu aussi sûrement parler du Gulf Stream, etc. Donc tout ça, ça interagit énormément et les bases en fait quand on regarde je vais y arriver, j'ai perdu le mot, mais le budget, voilà, le budget total de ce qu'on reçoit, donc on peut l'écrire comme ça. Donc on a des radiations solaires à 340 watts par mètre carré en moyenne. Encore une fois, c'est pas du tout pareil au pôle et à l'équateur. Et il y a une partie, 50%, qui est absorbée par la Terre et puis une autre partie qui repart dans l'espace direct, soit réfléchie par les nuages. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'albédo.
ou réfléchi par la surface. Et dans ces 48% qui restent, en fait, il y a toute une partie qui va être donc absorbée par la Terre puis réémise sous forme de chaleur, c'est ce qu'il y a ici, donc faire de la conduction, de la convection, mais aussi sous forme de chaleur latente, c'est-à-dire que ça va changer d'état, donc liquide, vapeur, tout ce qui est évapotranspiration. Et là, par exemple, tout ce qui est végétation va avoir un rôle primordial dans ça, avec la photosynthèse. Et c'est là, oups, voilà. Et c'est là que les gaz à effet de serre vont avoir un rôle hyper important parce qu'en fait, euh, cette chaleur qui va être réémise va être rediffusée par ces gaz à effet de serre. Et sans gaz à effet de serre, dans notre atmosphère, la température pardon, de surface globale de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius, alors qu'aujourd'hui, en fait, et depuis des millénaires, elle est à 16 degrés Celsius. Donc, ça a vraiment un rôle hyper important. C'est ce que je disais, en fait, le fait qu'on ait des gaz à effet de serre dans notre atmosphère de base, est super importante. Et donc, ces gaz à effet de serre, pour rappel, c'est essentiellement l'eau, sauf que la durée de vie de l'eau est très courte, donc c'est pas un énorme indicateur quand on parle sur le long terme. Le dioxyde de carbone, le méthane, qui a un temps de vie plus court, mais qui est beaucoup plus puissant en termes d'effet de serre que le dioxyde de carbone, mais aussi le dioxyde de nitrogène, tout ça, l'ozone et tous les fluorocarbones, enfin le CFC. Euh, Un truc aussi qui est peut-être, je voulais mettre ça pour faire une transition vers la suite, c'est on a vraiment ce côté, enfin, dans l'histoire humaine où on a toujours ce côté où l'humain essaye de s'extirper, d'être au-dessus de la nature avec enfin pas tout, hein, mais disons la culture occidentale qui est dominante dans les effets du dérèglement climatique, on verra ça après. Il y a toujours ce côté s'extirper et là la photo qu'il y a derrière, en fait, c'est la face cachée de la Lune qui ressemble à pas grand-chose. Enfin, c'est un caillou, quoi. C'est très beau, hein, mais... Du coup, très rapidement, pour reparler du dérèglement climatique et de la crise environnementale, donc illustré par le premier puits de pétrole, enfin un des premiers forages aux États-Unis par Edwin Drake en 1859. Donc là, c'est la courbe originale qu'on appelle la courbe de Keeling parfois ou le hockey sticks, donc la courbe en crosse de hockey, parce que ça monte d'un coup. Donc bon, ça, vous savez quoi. Il y a une énorme augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans la troposphère. Il y a plein de raisons pour lesquelles on sait que c'est dû aux activités humaines. En l'occurrence, l'isotope des éléments de carbone, c'est du fossil fuels, c'est de l'énergie fossile. Le fait que la troposphère, du coup, est plus chaude, donc elle va gonfler alors que la stratosphère elle va se réduire, il y en a plein. On est sûr et certain que c'est vraiment les activités anthropogéniques qui vont augmenter la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de beaucoup, presque la moitié depuis l'ère dite pré-industrielle. Donc, grosso modo, ouais, avant les machines à vapeur, tout ça. Donc 1800 et des brouettes, c'est pas très très clair le range que ça couvre. Et on sait aussi depuis très longtemps, donc c'est Newton Foote, pardon, une femme qui a découvert il y a très longtemps, en 1856, qu'il y avait une corrélation entre la concentration de CO2, en l'occurrence, et la température. Plus il y avait de CO2 dans un contenant, plus la température de ce contenant augmentait. Et plus connu, Svante Arrhenius, parce que c'est un mec, du coup, il est plus connu, 1896, et il a montré qu'en doublant la concentration de CO2, on arrivait à plus 5 degrés Celsius dans l'atmosphère. Et donc, ça, c'est illustré par exemple, les climate stripes. Donc, c'est le changement de température globale de surface, attention, depuis 1850. Et donc, vous voyez que ça pique. Bon, voilà, c'est des choses que je pense que vous connaissez. Ne pas oublier que aussi, à chaque fois, on parle de la température de surface globale, il y a aussi des effets régionaux, etc. Et puis, il y a aussi la différence entre les océans qui vont avoir un coefficient thermique très différent des continents. Et donc, les continents vont chauffer beaucoup plus vite que les océans. Et donc, en moyenne, on va aujourd'hui arriver à 1,2 degrés Celsius d'augmentation. Mais les océans, on est à 0,8 et les continents à 1,5. Mais ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, c'est vraiment la partie climat-atmosphère. Parce qu'en fait, à côté de ça, il y a l'érosion de la biodiversité qui a un rôle primordial et c'est pour ça que souvent on parle de crise environnementale. Donc ça, c'est dû à plein de choses. Je vous ai fait un espèce de petit de tout ce qui se passe. Donc la surexploitation des ressources, la destruction des habitats due à l'agriculture, l'urbanisation, l'altération de ces habitats avec la pollution, que ce soit sonore, lumineuse aussi, hein, est super important ça. Et d'ailleurs, les astronomes
ont été très vite les lanceurs d'alerte sur ces choses-là. La fragmentation des habitats, toutes les pollutions, tous les types de pollution, sol, air, eau, euh, glace, le dérèglement climatique, donc ça c'est un des points, et la prolifération. Et donc, en fait, tout est conséquence de tout et tout va en même temps, avec la prolifération des espèces envahissantes, avec les échanges commerciaux, les déplacements, la domestication, mais même juste d'avoir creusé le canal de Suez, ça a fait que ça a levé une barrière migratoire et donc il y a des espèces invasives qui viennent et qui peuvent perpétuer leur présence, par exemple, dans la mer Méditerranée parce que la mer Méditerranée chauffe, etc. Donc tout est enchevêtré. Alors, pour y voir plus clair, Catherine Ross, en 2004, elle a parlé des 9 limites planétaires. Ah oui, ça c'était juste un point. Il y a deux indicateurs pour l'érosion de la biodiversité. C'est à la fois qu'il y a moins d'espèces et moins d'individus par espèce. Donc, voilà. Et ça, on estime à 1 million d'espèces vivantes menacées d'ici 30-50 ans. Il y a plein d'interactions interspécifiques, donc entre l'écosystème et les espèces, ou intraspécifiques entre espèces et espèces, qui sont finalement assez méconnues et qui jouent un rôle vraiment prépondérant. Et c'est vrai que c'est des choses à cause de ce que je vous ai dit avec la face cachée de la Lune, là, le fait qu'on s'est vraiment, en tout cas notre société occidentale s'est vraiment extirpée de toutes ces questions avec ce clivage nature-culture. En fait, c'est des choses qui n'étaient pas très valorisées au niveau de la recherche dans le domaine de la nature et sur le vivant. Par exemple, on ne connaît pas grand-chose sur les pigeons et les rats alors qu'on vit avec eux depuis toujours. Euh, et on ne comprend pas trop comment il y a toutes ces interactions. Donc, c'est des choses qui sont bizarrement moins connues. Euh, bref, c'était une diversion, mais une... Donc ça, c'est les fameuses limites planétaires. Donc là, au milieu, en vert, vous avez donc le Safe Operating Space. C'est là où ça va. Et puis il y a ensuite les dépassements. Et donc le climat, le changement climatique, c'est un de ces dépassements. L'érosion de la biodiversité, un autre. L'usage des sols, l'usage de l'eau et tout ce qui est... Donc par exemple, là, les flux chimiques. Donc il y a un cycle du phosphore et du nitrate qui est super important et on en influe beaucoup. Nous, avec l'agriculture, en fait, le nitrate, on s'en sert de fertilisant. Et le phosphore, c'est hyper important pour les cultures, donc on en rajoute. L'acidification des océans, qui est par ailleurs une des conséquences du changement climatique, mais qui a aussi d'autres sources. Diminution de la couche d'ozone et les aérosols atmosphériques, donc tout type de pollution. Donc typiquement les PM2.5, on entend parler, etc. Et cette courbe de Hawkey stick que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, c'est aussi, on l'observe sur plein de systèmes. Les tendances système-terre et les tendances socio-économiques. C'est ce qu'on appelle la grande accélération qui a eu lieu à partir des années 1950. C'est cette ligne en pointillé sur chaque graphe. Et qui va, donc là, c'est quelques indicateurs, sachant que par exemple sur les tendances socio-économiques, il y en a une qui a été rajoutée récemment sur tout ce qui est usage des technologies. Mais voilà, l'idée, c'est de montrer tout le temps cette courbe qui est exponentielle et qui augmente. Et encore une fois, tout est lié. La démographie, la population, le PIB, il y a plein de choses. Et tout a un effet. Euh, En ce qui concerne l'astronomie, le message ici, donc là, c'est les stripes que je vous montrais. Il y a en noir, vous avez la concentration atmosphérique en CO2 équivalent. Donc, ça veut dire en prenant en compte et le méthane et les autres gaz à effet de serre et en les traduisant, disons, en termes d'effet, comme si c'était que du CO2. Donc, c'est une moyenne annuelle en partie par million. Au cours du temps, de 1850 à 2020, c'est des données, les données sont publiques, hein, il faut trouver ça sur plein de sites. Et donc en vert, vous avez les continents qui représentent 28% de la planète, le global, donc 100%, et en bleu, les océans. Donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, les océans se sont réchauffés moins vite parce qu'ils ont une capacité calorifique plus élevée. Ici, j'ai rajouté les fameux, je me suis inspirée pour faire ce graphe, des inaction graph, donc les inactions climatiques. Donc, par exemple, on a retrouvé assez récemment, hein, il y a quelques années, les archives du rapport Total en 1971. Ils faisaient des superbes prédictions qui correspondent à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, ils savaient très bien où ils allaient en extrayant du, des énergies fossiles et dans une logique de croissance économique. Il y a le rapport Meadows en 1972, pardon, qui est hyper important à l'initiative du Club de Rome avec des économistes, des scientifiques de tout poil, qui d'ailleurs ne prenaient pas en compte à l'époque le changement climatique et ses effets, mais vraiment juste la croissance économique et les ressources. Enfin, essentiellement ça. Il y a la première conférence sur le climat en 79. On a aussi déterré le rapport Exxon de 1982, il y a 2-3 ans, 5 maintenant, qui dit les mêmes choses que le rapport Total.
voilà. Et la création du GIEC, en fait, n'intervient qu'en 1988. Donc finalement, assez récemment, assez tardivement, ça dépend comment on voit les choses, donc il y a 35 ans. Euh, et donc voilà, le protocole de Kyoto, des accords de Paris, super important, en 2015, le fameux 2 degrés Celsius, 1,5, 1,5. 2 degrés, c'est parce qu'on est sur cette trajectoire, mais en fait, c'était 1,5 la signature. La Convention citoyenne du climat, qui en termes plus local, France, voilà. Et en 2021, l'Assessment Report numéro 6 du GIEC. En parallèle, il y a eu des découvertes incroyables en astronomie. Donc, par exemple, en 1924, la découverte de l'expansion de l'univers, le premier satellite artificiel en 57, Sputnik, le premier homme dans l'espace, envoyé dans l'espace. En 1961, Yuri Gagarin, la découverte du fond diffus cosmologique, ça c'était une découverte majeure en astronomie astrophysique. Évidemment, l'alunissage par les Américains. Apollo 11 en 69, la sonde Voyager, qui est la sonde humaine, enfin l'objet humain le plus loin de la Terre aujourd'hui, qui est sorti du confin du système solaire. Pareil, il y a une limite un peu hypothétique à la taille du système solaire. Le Hubble Space Telescope qui a révolutionné le champ de l'astronomie. Première exoplanète, 95. Premier rover sur Mars, la Station spatiale internationale, 400 km d'altitude, plein de gugus qui y sont allés. Dans les années 2000, a vu l'ère des télescopes de 10 mètres de diamètre, la sonde Cassini en 2004, et ça, c'est d'autres missions dont je ne vais pas forcément parler, mais les premières ondes gravitationnelles, le trou noir, l'image du trou noir, vous avez entendu parler de ça parce que ça a fait grand bruit dans le grand public en 2018, et puis le lancement du James Webb Space Telescope. Et là, on arrive à l'ère des 30 mètres. La conclusion de ça, c'est ça. Je l'ai fait en une image. J'ai essayé, c'est de dire qu'en gros, l'avancée des connaissances, elle est clairement intriquée avec la destruction de l'environnement terrestre. Et c'est un peu difficile, mais voilà, c'est un constat. Euh, Ça va ensemble. Pourquoi j'ai illustré ça avec une baleine? Parce qu'en fait, la graisse de baleine était utilisée notamment pour tout ce qui était éclairage public pendant la révolution industrielle. Et donc, il y a eu un massacre de masse de ces cétacés énormes. Et puis, c'est une espèce dite, enfin, pas parapluie, mais emblématique pour parler de tout ça. Et puis, donc, avec à peu près à la même époque où il y a eu la course à la Lune. Bref. Maintenant, je vais vous donner, comme je vous ai dit, je vous ai fait ce petit topo. Je vais vous parler, je me permets de vous parler de ce qui se passe en astronomie astrophysique. Et puis, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est le Cerro Armazones, le mont Armazones au Chili. C'est le site de construction de ce qu'on appelle l'Extremely Large Telescope, parce qu'on appelle ça très très bien entre astrophysiciens. Un gros télescope, on l'appelle le gros télescope, et un très gros télescope, on l'appelle le très gros télescope. Anyway, donc ce sera un télescope de l'ordre de 39 mètres, sachant qu'aujourd'hui, les plus grands sont 10 mètres. Donc c'est énorme. On va multiplier par 4 la taille le diamètre du truc. D'ici 2030, il devrait être construit. Euh, L'astronomie, c'est une science un peu particulière. Donc, c'est l'étude des objets célestes, tout ce qui est au-dessus de l'atmosphère, défini à 100 km, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'étudier l'origine, l'évolution et les propriétés de tous ces objets célestes avec les outils des mathématiques, de la physique et de toutes les sciences fondamentales, en l'occurrence le plasma d'ailleurs, très très utilisé, surtout pour le stellaire. Donc ça, c'est ce que je vous disais, la taille de l'atmosphère est quand même assez rikiki par rapport à la taille de la planète qui fait 12 800 km de diamètre. Donc ça, c'est une photo d'Apollo 17 prise en 1972 qui a beaucoup changé notre vision de notre planète. Et en fait, c'est une des sciences naturelles les plus anciennes, l'astronomie, parce qu'elle a donné de tout le temps des repères d'espace et de temps, mais aussi des repères spirituels. Et donc, il y a eu énormément de liens avec tout ce qui est mouvement de population, que ce soit pour la sédentarisation, l'agriculture ou la migration, mais aussi pour tout ce qui est échange culturel avec toutes les cosmogonies et toutes ce qu'on appelle les contes et légendes, etc. C'est basé sur l'observation des ondes électromagnétiques. Donc, il faut savoir, ici, là, c'est juste l'opacité de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde. Donc, heureusement, l'atmosphère va bloquer les rayons nocifs très énergétiques, gamma, X et ultraviolet. Ah, c'est bien de parler à des gens qui connaissent ce genre de trucs et pas expliquer. Et donc, on voit le visible. Il y a des fenêtres dans le domaine de l'infrarouge. Ensuite, il y a tout qui est bloqué, essentiellement par l'eau d'ailleurs. L'eau qui va bloquer toutes ces longueurs d'onde en infrarouge ici. Et euh, il y a d'autres fenêtres atmosphériques. On peut voir les objets au-dessus de l'atmosphère dans le submillimétrique et le radio. Ça explique pourquoi on n'a que des télescopes type visible infrarouge en optique ou des radiotélescopes. Donc, on a plein de détecteurs. D'abord les yeux, les détecteurs au silicium, grosse révolution. Et ensuite les pixels pour ce qui est du domaine du submillimétrique et du radio ici.
des exemples. Donc, pour aller au-delà de ça, on utilise, oui, oui, on a fait ça, des télescopes sur des avions, sur des Boeing. Alors, ça coûtait super cher. Donc, il y a 2 ans, la NASA a décidé d'abandonner ce projet, mais ça a été utilisé pendant très longtemps. C'est un télescope, le télescope SOFIA, qui était mis dans un avion, qui avait un plan de vol et qui permettait d'aller observer justement ces régions ici. Euh, et évidemment, les télescopes spatiaux pour enfin, hors de l'atmosphère et pouvoir voir toutes les longueurs d'onde. L'autre point, donc c'est de plus en plus voilà, grand. L'autre point, c'est des télescopes de plus en plus grands parce qu'en fait, la taille du télescope, donc sa surface va déterminer la sensibilité, donc ça veut dire combien de lumière on peut avoir. Plus on a un télescope qui est grand, plus on peut voir des objets qui sont faibles. Et en plus, plus on a un télescope qui est grand, plus on peut voir finement, donc la résolution spatiale, on peut voir les détails sur ces objets. Donc ça, c'est hyper important et c'est ça qui explique la course à des télescopes de plus en plus grands. Donc au 19e siècle, 40 centimètres et on passe là à 40 mètres. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on est dans des observatoires qui sont de plus en plus isolés. Au début, on avait des observatoires en plein Paris. Enfin, aujourd'hui, c'est en plein Paris. À l'époque, c'était la banlieue parisienne à Denfert-Rochereau, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on a bougé à Meudon à cause de la pollution lumineuse et la pollution atmosphérique. Et ensuite au pic du Midi, et encore plus tard, dans les années 60-80, on a carrément bougé sur d'autres sites qui ne sont même plus en France. Donc là, c'est l'exemple du Canada-France-Hawaii Telescope sur l'île de pardon, sur l'île de la Big Island de Hawaï. Donc les sites principaux, c'est Hawaï, le Chili et l'Espagne. Et donc pour venir un peu à la base, c'est pour ça que c'est un peu particulier l'astrophysique, et je voulais quand même insister là-dessus, euh, c'est vraiment basé sur les observations. Évidemment, tout ça, c'est en interaction avec tout ce qui est modélisation physique, des expériences. Donc, c'est des expériences que ce soit in situ avec des petits rovers martiens ou des expériences en microgravité dans l'ISS ou des expériences au sol et des simulations. Et là, on utilise, j'imagine comme vous, des gros trucs de high performance computing. Et un truc transverse, c'est tout ce qui est instrumentation pour pouvoir jouer entre tout ça. Et donc, finalement, le point clé de la recherche qu'on fait, c'est l'acquisition, l'analyse et l'interprétation des données d'observation. Après, évidemment, chacun va spécialiser, mais on se réfère toujours à ce qu'on peut observer. Après, évidemment, on est chercheur, donc il y a d'autres choses. Pardon, je suis passée trop vite, mais il y a tout ce qui est communication, publier des papiers, communauté, je ne sais pas, référer une thèse. Et puis, il y a toute la partie, justement, enseignement et supervision de thèses et formation. Et tout ça, ça dépend de ressources, essentiellement aujourd'hui de sources financières. Et l'un des points, c'est est-ce qu'on peut penser à d'autres types de contraintes, comme des contraintes liées justement à nos émissions carbone? Je ne sais pas. Mais ça dépend aussi du temps imparti et de l'énergie que nous avons chacune et chacun. Et la grande accélération dont je vous parlais tout à l'heure, alors j'ai pas eu le temps de trouver une illustration un peu mieux que ça, désolée, mais ces courbes là que je vous ai montrées sur les systèmes terres, les systèmes socio-économiques, ben, en fait, on observe le même dans la recherche. Je ne sais pas si ça vous impacte autant que chez nous, mais toujours plus de publis, toujours plus d'emails, toujours plus de projets, toujours plus de PI, toujours plus de trucs, toujours plus. Donc cette frénésie de la recherche, elle existe, elle est là et on la déplore et elle a des effets, des impacts sur la santé mentale des gens en l'occurrence, mais pas que. Du coup, le premier point, c'est en tant qu'astronome, comment on subit le dérèglement climatique. Donc là, c'est un exemple assez fort du Fry Fire qui a eu lieu en Arizona, aux États-Unis. C'est un site avec un télescope binoculaire, donc c'est 2 miroirs de 8 mètres de diamètre, euh, voilà, en 2020. Et donc, la première chose donc ça, c'est une étude que j'ai fait en 2020, j'avais regardé sur le site de Paranal, donc un observatoire qui est au Chili. Donc, le Chili, c'est l'endroit le plus aride sur Terre après l'Antarctique. Donc, ici, c'est une carte d'humidité. Donc, vous voyez, en jaune, c'est hyper sec. L'humidité, elle peut être aussi basse que 3%. C'est pas beaucoup, c'est très, très sec. Et en moyenne à 15%. Donc sur ce site particulier, la météo, elle est vraiment dépendante des oscillations antarctiques, au Pacifique et surtout El Niño. Et ça, on le remarque vraiment en tant qu'observatrice. Euh, donc la première chose que j'ai regardée, c'est la température. Il se trouve que ça fait plus de 30 ans qu'on a ces télescopes qui ont été mis en place. Donc on a des données sur plus de 30 ans. Donc on a le droit par convention de parler de tendance climatique parce que par convention, comme ces oscillations dont je vous parlais, elles ont des périodes d'environ 10 ans, on va à 3 sigma, quoi. Pour que ça sorte du bruit, que le signal il ait un vrai, que ce soit pas juste dû au cycle. Voilà. Donc, par convention, 30 ans, c'est ce qu'on peut faire pour faire du climat. Et donc, on a regardé la courbe en rouge, le reste, c'est pas grave, on va passer dessus. Mais on a vu en fait qu'effectivement, ça montait et ça corrélait avec les données de réanalyse météo. Mais donc, on observe
une augmentation de 1,5, ça c'était en 2020, de 1,5 degrés Celsius dans le désert d'Atacama, au niveau de là où on a mis nos observatoires. Et on a regardé les projections. Et pour le scénario SSP5 8.5, qui est le pire scénario, le worst case scénario, on observerait plus 4 degrés Celsius en 2100. Ça a été repris, ces études, et refait. Et effectivement, voilà, on a bien observé cette énorme augmentation de température. En particulier, en 2015, c'était une année charnière parce que c'est là qu'on voit le signal dépassé du bruit. Au début, on voit que ça augmente un peu, mais là, vraiment, le moment où là, c'est sûr et certain, bah, c'est à peu près en 2015. Et les projections, voilà, donnent plus 0,5 degrés Celsius par décennie. Il y a un autre point super important, souvent on parle de température, mais on peut aussi parler d'humidité. Donc on sait que l'humidité globale sur Terre va augmenter parce que l'air chaud peut contenir beaucoup plus de vapeur d'eau. Donc par exemple à 30 degrés Celsius, 7 fois plus de vapeur d'eau qu'à 0 degrés Celsius. Et donc il n'y a pas de tendances qui sont très détectables dans les données de l'observatoire, mais en fait ça prend en compte, ça prend pas en compte tout ce qui est extrémum et la fréquence et l'intensité de ces extrémums, etc., leur durée. Donc en fait il faut faire une analyse beaucoup plus fine. Et donc là, je vous montre cette photo. Donc, c'est l'observatoire de Paranal, ce fameux site le plus sec au monde. Bah là, il est en fait en train de subir ce qu'on appelle une rivière atmosphérique. C'est quand l'humidité de l'Amazonie va descendre vers le plateau des Andes. Et donc, vous voyez, c'est hyper humide. Donc là, on est à 70% d'humidité. Et ça va avoir des effets secondaires, comme des fuites, évidemment, tout ce qui est corrosion, des problèmes pour les composants haut voltage qu'on utilise en astronomie, et toutes les limitations intrinsèques. Tout simplement, on ne va pas ouvrir la coupole, on ne va pas pouvoir observer, et parfois, on peut même ne pas pouvoir accéder au télescope en cas d'inondation, sachant que c'est des endroits désertiques. Donc, les infrastructures des villes ne sont pas faites pour subir des inondations. Et c'est arrivé en 2017, en 2000, ouais, je crois que c'est en 2017 où il y a eu tellement d'eau en fait que la ville en bas du télescope, bah, euh, c'était un peu difficile. Ouais, ça c'est les mêmes trucs, hein, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc comme je disais, il n'y a pas de tendance claire, mais encore une fois, ça c'est des moyennes annuelles. Enfin, non, ça c'est mensuel. Mais du coup, on oublie, enfin, ça va lisser, ça va faire disparaître tout ce qui est extréma. Et c'est vraiment ça que disent les rapports du GIEC, c'est que les extrêmes, tous les événements un peu violents vont augmenter. Un autre truc dont je voulais parler parce que c'est très très visuel, c'est sur les feux de forêt. Donc comme l'air, enfin comme il va faire plus chaud, alors le nombre d'ignitions de feux de forêt est à peu près constant aux États-Unis, c'est le plot de gauche. Par contre, ces feux de forêt à chaque fois, comme il y a des vents dominants, comme la végétation est plus sec, il fait plus chaud. Ben en fait ça va faire qu'ils vont être beaucoup plus destructeurs. Donc quand on regarde par exemple pas le nombre de feux, mais la surface détruite par feu de forêt, là, on voit une augmentation. Donc, c'est encore une fois pour dire ce truc des métriques, de quels paramètres on utilise pour pointer les choses. Et donc, exemple très visuel, on a une menace directe de ces feux de forêt ou de ces bushfires en Australie. Donc, par exemple, en 2003, le mont Stromlo complètement détruit. Siding Spring, j'y travaillais en 2012 et un an plus tard, il y a 2 tiers de l'observatoire qui a été détruit. Il y en a plein en 2009, 2003, 2011. Et ça, c'est la première image que je vous ai montrée, là, le Mont Graham, où là, ils ont construit un télescope dans une forêt pour des raisons totalement politiques de la personne qui, aux États-Unis, payait ce télescope, parce que vous savez qu'aux États-Unis, ça fonctionne énormément par mécénat. Donc 96, 2004, 2017, 2021. Et en fait, ça augmente. C'est-à-dire que le nombre d'événements, de moments où des observatoires vont être menacés par les flammes, et je trouve ces photos assez éprouvantes. Donc 2022-2020, il y a des endroits, donc c'est aux États-Unis, là. Là, ici en bas à gauche, vous avez à La Palma en Espagne, et ici à Tenerife en Espagne aussi, enfin en Espagne, les îles Canaries colonisées par l'Espagne. Voilà. Et quand ces observatoires ne sont pas directement menacés, les accès ils sont bloqués et on ne peut pas enfin, récupérer les données, les transférer, etc. Donc il y a aussi l'effet cendre dans le ciel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le Fry Fire qui a été commencé ici. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous voyez bien, pardon, mais là, c'est la Californie. Là, c'est l'océan Pacifique. Donc on a la Californie ici. Vous voyez cet énorme panache de cendres vu de l'ISS. Voilà, ce qui va s'étendre sur des échelles de milliers de kilomètres. D'où cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure là à droite. Et ça, ah oui, donc il y a bon, il y a la concentration d'aérosols qui augmente, mais du coup, ces aérosols vont diffuser la lumière
et donc le ciel va être beaucoup plus brillant. Enfin, bref. Et donc, pour conclure cette petite partie, quand on construit un télescope, il y a différents facteurs pour choisir le site astronomique. Et avant, on se cantonnait juste à dire bah, c'est la latitude, quel type d'objet on veut voir. Donc en général, on veut se placer au tropique, comme ça on a une belle vue sur la Voie lactée où il y a plein de choses qui se passent. Des cieux qui sont clairs, qui ne sont pas pollués, donc loin de la pollution lumineuse, et surtout une météo qui est stable, évidemment sèche, vu que la, je vous ai dit, l'eau absorbe beaucoup de lumière et sans nuages. Tout ça, ok. Mais il y a aussi d'autres facteurs, on y pense un petit peu moins, comme l'accès à l'énergie, l'accès à des ressources opérationnelles, donc de l'eau potable, de la bouffe, des soins de santé, et surtout une stabilité sociale. D'ailleurs, c'est pour ça que, je sais pas, la Corée du Nord, ça pourrait être un site super, mais on n'y va pas, pour plein de raisons. Et donc, c'est là que, oula, je vois plus rien. C'est là qu'arrive, donc ce que je vous ai dit, là, c'est pour que ce soit sec, donc dans des endroits qui sont chouettes. Par contre, là, c'est un exemple de 2019, quand il y a eu je vais arriver, riots, les manifestations au Chili vers une nouvelle constitution, parce que le Chili, c'est un pays qui a une histoire très, très, très intéressante. Si vous y intéressez, je peux vous donner plein de bons documentaires ou de livres là-dessus. Mais bref, donc là, pendant cette année-là, ces mois-ci, il y a pré-Covid, il n'y a plus moyen d'accéder au télescope. Il y avait plus d'avions et voilà. Là, c'était pour dire qu'il y avait des interactions avec d'autres espèces. Donc, c'est l'histoire du petit renard qui habitait pas loin du télescope. Et évidemment, il y a de la bouffe pour nourrir ces astronomes et les autres, enfin tout le monde, quoi, tous ceux qui travaillent autour du site. Et ça a apporté des rats. Et du coup, pour enlever les rats, on a mis des trucs anti-rats. Et puis, le petit renard a bouffé les trucs anti-rats. Et voilà, il est décédé. Ça, c'est la côté énergie. Donc, il y a les panneaux solaires, mais il y a aussi l'eau potable. Donc, il y a, je sais pas, deux, trois camions de 20 000 litres d'eau potable qui arrivent tous les jours pour qu'on puisse boire, en fait, quand on est au télescope. Ça, c'est les réserves de diesel pour faire tourner les télescopes. Ça requiert énormément d'énergie. Et donc, en fait, ça, c'est un peu un résumé de ce que je vous ai dit. Quand on veut observer, il faut pouvoir accéder au site, le voyage, pouvoir récupérer les données, les transférer. Donc ça requiert énormément d'énergie pour faire tourner l'observatoire et tout ça. Donc, il faut éviter tout ce qui est pandémie. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas accéder au télescope. Pendant les protestations, on ne pouvait pas accéder au télescope. S'il y a des problèmes de conflits géopolitiques, on ne pourra pas accéder au télescope. Et il y a besoin d'un minimum de ressources comme de l'eau potable, de la nourriture et des soins de santé basiques. Donc, on change un petit peu là, on essaie de globaliser la vision et il y a encore plus de questions qui se posent, mais je pourrais peut-être y revenir après. Le deuxième point, donc ça, c'était ce qu'on subit. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que nous, on aimait. Parce qu'en fait, on aimait énormément. Donc, par exemple, le lancement d'Ariane 5, ça coûte cher en carbone pour le James Webb Space Telescope qui fait 6,5 mètres en 2020. Il faut savoir qu'en fait, sur tous les satellites qui sont lancés, les satellites artificiels, il y en a vraiment une mini fraction, peut-être quelques pourcents, je ne me rappelle plus exactement, qui est dédiée à la science. Et encore moins à la science de l'univers, donc à tout ce qui est astronomie, un petit peu au climat, à l'environnement, à la météo, mais finalement, c'est essentiellement des trucs privés de télécommunications. Voilà. Donc, on peut regarder au niveau des laboratoires. Donc, vous savez que depuis quelques années, c'est obligatoire par le CNRS que les laboratoires qui dépendent du CNRS doivent faire un bilan gaz à effet de serre. Et donc, en l'occurrence, en France, le collectif Labo 1.5 mentionné avant a mis en place un outil commun qui permet de faire des comparaisons homogènes et d'avoir vraiment des données homogènes d'un labo à un autre. Comme ça, personne n'a répété ce travail fastidieux de faire les calculs. Et donc, c'est GES 1.5 qui est sur le site du collectif. Et donc là, sur ce graphe, on voit les différents labos d'astrophysique en France et leurs différentes émissions. Et par exemple, un point, c'est que les labos qui vont travailler dans le spatial vont avoir une plus forte empreinte que les autres labos parce qu'ils ont des salles blanches, etc. Et donc, les décisions qui vont être prises pour mitigate, c'est un anglicisme, mais pour baisser nos émissions de carbone, devront être prises en sachant que chaque labo n'a pas les mêmes besoins. Les labos qui vont bosser sur de la théorie vont avoir moins besoin que des labos qui vont avoir des énormes salles blanches. Euh, Là, c'était au niveau des infrastructures, donc ça, c'était les labos, donc les bâtiments, les déplacements domicile-travail, vous avez sûrement entendu parler de ça. Mais là, en fait, il se trouve que les deux pardon, fields of research, les deux grands thématiques de recherche en France qui émettent le plus, c'est l'astronomie et l'océanographie, parce que c'est les deux qui utilisent des énormes infrastructures, en l'occurrence les télescopes.
Donc là, c'est un collègue qui a essayé de prendre en compte cette empreinte environnementale pour des télescopes spatiaux, donc avec deux façons de la calculer différentes, et des télescopes au sol. Et en gros, il a calculé que l'empreinte moyenne par astronome était de 36 tonnes CO2 équivalent par an, sachant que les accords de Paris, c'est 2. Donc, si on met tout ça ensemble, en fait, ça nous donne une idée des pourcentages qui sont justement pour les voyages pro, les infrastructures ici, ça compte en fait pour la moitié dans l'astronomie. Et puis, il y a les achats, ça c'est pour tous les labos confondus, les achats, c'est ce qui compte le plus en fait. Voilà. Et puis, si on regarde au niveau d'un observatoire, donc en 2018, il y a l'Observatoire européen austral dont dépend le Very Large Telescope dont je vous ai parlé avant, qui a mandaté Carbone 4, enfin, ils ont payé Carbone 4 pour faire leur bilan. Et donc, ils ont vu pareil qu'en fait, les achats et l'énergie, c'était vraiment ce qui comptait le plus, alors qu'on pensait tous naïvement que ça allait être les voyages, parce qu'il y a énormément de déplacements entre le Chili et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est là qu'il y a les headquarters de l'ESO, et le Chili, c'est là où il y a les télescopes. Mais en fait, pas tant que ça. Alors, ils ont fait un énorme effort pour greenwash et tout ça, donc avec des énergies renouvelables, essayer de ne pas faire des transports par l'air, mais plutôt par la mer, diminuer les voyages pour les missions, augmenter tout ce qui est le temps de vie des équipements. Et donc, ça a fait une diminution de moins 15%, cool. Sauf qu'il y a pendant ce temps la construction de l'ELT, l'Extremely Large Telescope, qui fera une augmentation de plus de 225%. Donc, on a un peu pris dans cet étau. Et comme je vous ai dit, ça, c'est pourquoi est-ce qu'on veut toujours construire plus gros? Bah, c'est justement, on est vraiment pris dans cette frénésie, cette grande accélération. Et pour conclure cette mini-partie, en tant qu'astronome, en fait, on est témoin du problème, on en fait partie, et en plus, on le subit. Donc, super. En plus, on a... Et donc, c'est là que un des troisièmes points qui est particulièrement pertinent, je pense, pour les astronomes. Donc, quand j'ai fait mes travaux sur le climat, j'ai beaucoup interagi avec des climatologues et à chaque fois, elles étaient hyper contentes qu'une astrophysicienne déboule et parle et raise a voice, enfin, que je parle de ces sujets-là parce qu'ils m'ont dit, en fait, quand il y a une astrophysicienne qui dit il n'y a pas de planète B, ça a vachement plus de poids que quand des climatologues le disent ou quand, en plus, ils défendent enfin, leur cœur de métier, leur recherche. Du coup, ils sont souvent pris en porte-à-faux. Donc, j'ai compris que finalement, on avait un espace ici en particulier dans la communication. L'astronomie, comme ça touche aux origines de la vie, à tout plein de choses que je vous ai racontées en prémisse de cette petite partie 3, euh, bah, on a un super accès au grand public. On est plutôt trusted. Le grand public nous fait souvent confiance. Donc, il y a vraiment des interactions qui sont très claires. Donc, il se passe beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez des festivals d'été de plasma de surface froide, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des festivals d'astronomie tous les étés. Il y a énormément d'astronomes amateurs. C'est une grosse communauté. Donc, bref, on a un point d'entrée de communication qui, je pense, n'est pas négligeable. Et par exemple, cette photo de la sonde Cassini en 2013 qui allait rendre visite à Saturne, on voit le fameux pale blue dot, donc la Terre qui est tout ce tout petit point. Et rappelez qu'en fait, tout ce qu'on connaît, tout, les animaux, les beaux paysages, les copains, les bières autour ou les softs autour avec des potes, tout ça, de l'amour, tout, c'est là-dedans. C'est dans ce petit point bleu. C'est pas beaucoup. Donc, avoir cette truc-là. Et si on revient même encore plus loin et qu'on parle de recherche en général, en fait, si vous ouvrez la page internet du CNRS, notre tutelle favorite, une d'eux, en France, c'est ce qui est écrit. Donc, la recherche doit servir l'humanité, partager les savoirs, innover, pousser les frontières de la connaissance. Et donc, en quête de progrès durable, blabla, enfin, c'est très beau, c'est très pimpant. Donc, ça, c'est comment on fait, nous, en tant que chercheurs, chercheuses, est-ce qu'on peut faire confiance aux tutelles? Enfin, en fait, enfin, oui, j'espère qu'on va pouvoir, mais on va avoir tout le temps un aller-retour, comme on dit bottom-up ou top-down, entre nos institutions, les sociétés savantes, les individus, les laboratoires, etc. Mais à chaque fois, il faut au moins une petite masse critique pour faire avancer les choses. Donc, en astronomie, par exemple, on a la Société française d'astronomie et astrophysique, on a une commission spéciale transition environnement qui permet justement de faire le lien entre les chercheurs, chercheuses et les institutions, les tutelles. Il y a aussi l'Organisation astronomique européenne et internationale. Alors, eux, c'est différent parce qu'ils ont un fonctionnement qui va être très différent. Par exemple, l'EAS, la Société européenne, ça va être très... comment on dit? Bon, ils veulent faire du sous, quoi.
J'avais oublié que j'étais enregistrée, mais bref. Il y a aussi toutes les tutelles type le CNES, dont on dépend le Centre national d'études spatiales. Et puis ensuite, il y a les collectifs de chercheurs, chercheuses, donc Labo 1.5 en France. On a aussi Astronomers for Planet Earth au niveau vraiment mondial. Il y a le mouvement Scientists for Future qui est aussi mondial et qui prend pour tous les scientifiques. Et Scientists Rebellion, qui est aussi un mouvement mondial. Voilà. Tout ça, en fait, ça fait partie de questions connexes sur notre société parce que ça touche à des problèmes systémiques, à une culture, en fait, de la recherche, à une culture de la croissance des connaissances, etc. Et du coup, il y a vraiment plein de questions qui se posent. Je sais pas, il y en a une, c'est les observatoires, comme je l'ai dit, ils ont été construits dans des pays qui, en fait, ont été colonisés. Donc, on a vraiment des grosses questions de post-colonialisme et de colonialisme vis-à-vis de la présence de ces observatoires. Et il y avait ce côté un peu prétentieux, présomptueux de oui, mais l'astronomie, c'est une science pour tout le monde, ça se passe au-dessus de nos têtes, ça touche à nos origines, le ciel est à tout le monde, etc. Mais en fait, non, enfin, on s'est posé sur des endroits sans demander et sans inclure les populations locales, avec notre culture judéo-chrétienne occidentale qui est quand même très particulière et qui n'était pas du tout avec une façon de penser cartésienne qui est, bon, voilà, qui est ce qu'elle est, c'est une chose, très bien, mais sans prendre en compte et en rejetant finalement en méprisant même les populations locales. Donc là, il y a l'exemple du Heiau Temple, le temple à Hawaï, qui est juste à côté de ces gros télescopes, qui sont finalement des questions très déconnectées. Euh, un autre point rigolo, si je puis dire, c'est qu'on cherche des traces de vie dans l'univers, mais on se met dans des observatoires qui sont dans des déserts, qui sont hyper isolés, où il y a très peu, très aride, dans le sens il n'y a pas de vie, quoi. Il y a très peu de choses là-bas, enfin, il n'y a pas de végétation, quoi, par exemple. On a accès à des images absolument incroyables du ciel. Là, vous avez une image, la première image révélée par le James Webb Space Telescope. Mais en fait, de moins en moins de personnes peuvent avoir cette expérience sensible. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà fait de l'astronomie, et je parle juste à l'œil nu, hein, s'allonger le soir et regarder le ciel, qui ont pu le faire parce qu'il y a tellement de pollution lumineuse. Par exemple, moi, j'ai grandi à Paris et j'étais triste. Je voulais avoir cette expérience-là et je ne l'ai pas eue pendant très longtemps. Et dans la plupart des pays, que ce soit occidental ou non, on ne peut plus voir le ciel et on en est de plus en plus coupé de ces fameuses racines. Et un autre point, c'est ce que j'avais mentionné déjà tout à l'heure, c'est qu'on a exploré 10% des océans en dessous de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais par contre, on a la cartographie de Mars, de Mercure, de la Lune. Et donc là, ça touche à plein de choses, mais aussi aux valeurs. Pourquoi est-ce que ce serait plus intéressant de connaître parfaitement la surface de Mars et pas enfin, et pas comprendre les océans qui sont sous nos pieds? Parce qu'il y a toujours ce côté de vouloir s'extirper, de vouloir partir un peu rêveur du spatial. Mais en fait, on a oublié, on ne sait plus ce qui se passe ici, sur Terre, et on a tendance à ignorer et mépriser ça. Il y avait un autre truc que je voulais dire avec ça, mais oui, donc ça donne beaucoup de questions sur la valeur et la hiérarchisation que notre société a fait de toutes ces recherches. En conclusion, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé, donc au niveau de l'astronomie, vous voyez, il y a plein de leviers d'action et de choses qui se passent. Ça fait vraiment depuis 2019 qu'on a observé une grosse lame de fond. Il y a eu cette masse critique qui fait que ça a enfin pris. Là, je vous ai mis plein de points clés, c'est horrible, mais des choses desquelles on parle au niveau de Labo 1.5 ou ailleurs. Donc évidemment, protéger la liberté académique qui est particulièrement présente en France grâce justement aux tutelles type CNRS, changer notre façon de fonctionner et revoir le système de compétition, ne pas multiplier les constructions, mais plus collaborer, mutualiser. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce côté, je sais pas, le bloc américain fait ci, le bloc européen fait ça. C'est la même chose en fait. Changer les systèmes d'évaluation, donc ça touche au recrutement. J'ai entendu vous en avez parlé tout à l'heure, hein. Tout ce qui est financement de projet, enfin la façon finalement dont on fait de la recherche. Hyper important d'évaluer notre empreinte et analyser les cycles de vie des infrastructures pour savoir où est-ce qu'on peut changer les choses. Euh, Adopter une éthique de la recherche, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a le rapport COMETS du comité d'éthique du CNRS, par exemple, qui est hyper intéressant là-dessus, sur la neutralité du chercheur, de la chercheuse, les responsabilités aussi. Donc, neutralité qui est un leurre, ça n'existe pas. On ne peut pas être neutre dans nos recherches. C'est criant en sociologie, c'est même la base. On ne peut pas être neutre en sociologie. Mais en fait, même en tant que nous, sciences dures, j'aime pas cette appellation, mais voilà, sciences fondamentales, disons, c'est quasiment impossible. Tous nos choix sont quand même pris quelque part.
voilà, tirer profit de notre culture commune et être vigilant aux fractures, fractures générationnelles, fractures de genre. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez un tiers de femmes là, pendant votre conférence. C'est pas à peu près pareil. En astronomie, on a 30% de personnel féminin. Et, donc, voilà. Donc faire attention à toutes ces choses-là. Mener des actions publiques et politiques, ça c'est le plus dur. Et puis faire attention voilà, à la résilience du système. On sait que dans le monde du vivant, la diversité, c'est ce qui va permettre la résilience d'un système. Donc l'écosystème recherche, quelle que soit la thématique, voilà. Contribuer au bien-être, aller vers un système vertueux, voilà. C'est un gros truc. En résumé, c'est que cette crise, donc, elle est majeure, elle embrasse plein d'aspects, comme j'ai essayé de vous euh, résumer très très vite, en parlant très vite. Donc c'est hyper important de la traiter de façon holistique, avec centrale les questions d'éthique et d'équité. Ça, d'ailleurs, c'est un des résultats du rapport du GIEC 6. Et donc, si je puis me permettre de vraiment pinpointer vers les trois trucs, c'est revisiter la notion de progrès et de valeur. Qu'est-ce qui fait vraiment le progrès finalement? Avec le technosolutionnisme, etc. Finalement, aussi prendre un peu de recul et d'humilité pour accepter les changements de paradigme qui vont avoir lieu, et tout ça dans l'espoir de nourrir l'amélioration de notre société. Parce qu'en fait, si on y regarde bien, il y a d'énormes inégalités, il y a des choses qui se passent, et en fait, c'est aussi une opportunité de revisiter notre façon de faire de la recherche, notre façon de contenir notre société. Et voilà, et sur ce, je vous remercie de votre attention en espérant que ça vous a plu. Voilà. Eh ben, allô? Oui. Merci beaucoup, Faustine. C'était vraiment très, très intéressant, hein. Je pense que ça donne lieu à des sujets de discussion. Donc, peut-être quelqu'un parmi vous se sont déjà posé des questions. Effectivement, moi, j'avais assisté à un séminaire virtuel où on présentait justement les conclusions du rapport du COMET. Et c'est vraiment Mhm. très, très intéressant parce que là, on nous demande justement de commencer à réfléchir sur ces questions-là. C'est pas qu'il faut qu'on change notre recherche ou notre thématique de recherche, mais il faut peut-être qu'on réfléchisse un peu plus à si ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à le faire de la même façon ou est-ce qu'il y a la possibilité de la changer ou de l'adapter. Et je pense que ça, c'est le principal, c'est qu'il faut qu'on commence à se poser des questions. Et donc, c'est sensibiliser, commencer à sensibiliser les jeunes et se dire que les questions de développement durable doivent quand même être au cœur de nos activités, que ce soit professionnelles ou personnelles, hein. Après, chacun, voilà, ça c'est aussi très personnel, hein. Mais je pense qu'il est temps. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir? Merci. Donc, c'était une présentation très intéressante pour voir finalement l'impact social qu'a toutes ces recherches. Mais ce qui est déconnant au départ, c'est la société. Parce que finalement, nous, dans nos activités de recherche, on n'est que le reflet de la société dans laquelle on est. Et aussi ce qui nous permet. Donc, c'est bien de voir ça à l'aune de tout ce qui est scientifique, mais à la base, ce qui est déconnant, c'est vraiment notre société. Et juste aussi, c'est vrai que si on regarde la dégradation de notre environnement, si on prend tout ça, on va dire sur la durée de l'espèce humaine, les problèmes ont commencé avec l'agriculture, pratiquement. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à être chasseur-cueilleur? Merci. Je suis désolée, j'ai pas entendu la fin de votre intervention. Est-ce Juste la qu'il faut dernière phrase. être chasseur-cueilleur? Ah, Euh, alors moi je pense pas. Je vais vous répondre personnellement. Alors je suis totalement d'accord que c'est vraiment des questions hyper sociales où on dit souvent systémiques hein, parce que ça dépend de plein de trucs. Et justement comment revisiter ces acquis qu'on a et essayer de finalement ouvrir sa fenêtre de pensée. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment de la stimulation intellectuelle. Et je vous invite à le voir vraiment comme un exercice pour s'améliorer.
Euh, pour la question des chasseurs-cueilleurs, alors évidemment, c'est souvent la première chose qu'on se dit, c'est OK, c'est la merde, on va tous s'asseoir et arrêter. Bah, on peut pas, évidemment, parce qu'on est pris dans le train. Par contre, on peut faire au mieux. Et puis, je pense que la partie émerveillement et enchantement, par exemple, de l'astronomie est hyper importante parce qu'en fait, c'est celle qui va aussi donner envie aux gens de protéger la planète Terre. Donc, on ne peut pas oublier toutes ces choses-là et tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on, justement, ces images magnifiques, que ce soit du ciel ou des océans ou je ne sais pas si vous êtes intéressé par tout ce qui est, je sais pas, ornithologie ou des trucs qui ont bah, c'est même l'art, tout ça, c'est des choses qui nous donnent envie de protéger cette planète et de pas être dans une position résignée et justement on arrête tout, ça va tout casser, etc. Moi, je le vois plutôt comme ça et les progrès scientifiques qu'on a faits sont hyper importants. Il se trouve qu'on observe qu'ils ont été biaisés énormément. Je sais pas, dans le domaine de la médecine, par exemple, il y a un énorme biais de genre hein, sur les recherches qui ont été faites. Et comment justement rattraper ces biais. Et ceci dit, c'est hyper important tout ce qu'on a appris dans le domaine de l'agriculture. C'est incroyable parce que, et dans le domaine de la biologie, on sait quel genre de nutriments sont les meilleurs pour nous, on sait comment se nourrir en fait correctement, quoi. On sait que les légumineuses, c'est mieux par exemple que manger des pâtes tous les jours. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on sait, pareil pour tout ce qui est médecine, et en fait, il faut juste s'en servir de façon intelligente. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que ce qui pose vraiment problème, c'est que enfin, tout va dans le sens utilitariste et mercantile. On veut faire du moindre truc, on veut faire de la thune, quoi. Donc, que ce soit pour des médicaments ou autre chose. Et c'est ça le danger, c'est cette croissance économique qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, euh, qu'il faut endiguer. Nos connaissances en sciences fondamentales, en médecine, en tout ce que vous voulez, en astronomie, même pour les plasmas, enfin, il y a pas mal de gens qui travaillent sur la dépollution des aérosols avec les plasmas. Donc voilà, il y a plein de choses. Il faut pas le perdre. Par contre, je pense qu'il faut endiguer les excès. Donc là, vous avez peut-être entendu parler des Starlinks, des constellations Starlinks de SpaceX. Ça, c'est un gros problème parce que c'est un problème de démocratie. Est-ce que vous avez choisi, vous avez dit oui, oui, il n'y a pas de problème, je veux bien qu'on soit entouré de 40 000 petits satellites artificiels qui vont faire bling-bling dans la nuit. Non. Donc en fait, c'est ça, c'est reprendre du pouvoir sur nos choix aussi. Et c'est super dur parce que bah, on a bien vu ce qui s'est passé cet été avec les élections législatives. Donc moi, j'ai pas de réponse, hein. Je donne juste des petites clés de réflexion et plein de petits trucs par-ci, par-là, évidemment, mais il y a des choses à faire. Et je pense qu'en utilisant l'intelligence collective et comme je disais, tout ce qui nous rapproche et qui nous structure, en particulier la communauté des chercheurs et des chercheuses, parce que notre métier, c'est de résoudre des problèmes. Bref, je vais arrêter parce que c'était une réponse hyper longue, mais le genre de choses. Oui, merci Christine, c'est très intéressant. Oui, si, ça marche. Euh, oui, en fait, dans ta réponse, il y a quand même, enfin, j'y vois quand même un gros paradoxe, parce que effectivement, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a découvert sur le système, sur la vie, etc., c'est super important, faut le préserver. Mais est-ce que c'est pas aussi la source de cette course indéfinie ou infinie, pas indéfinie, pardon, infinie, à laquelle on est tous confrontés et dont se servent euh, diverses personnes autour de nous et autour de la planète, comme tu le disais, pour faire de l'argent, pour acquérir du pouvoir. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'on est à la fois, on cherche avec nous l'ouverture, il faut se servir à bon escient de nos recherches, etc. Et que par nos recherches, on alimente la face sombre de l'univers. Je ne sais pas si tu en penses ce que je veux dire. Oui, oui, complètement. En fait, même il y a des effets de ça en astronomie qui sont assez clairs avec ce que j'ai appelé l'astro-washing, où par exemple, on voit des grandes entreprises qui font 90% de leurs activités pour des activités militaires. Je donnerai pas de nom, mais je pense que ouais. Et qui vont utiliser comme, ou je sais pas, Martin Lockheed avait fait ça à la NASA, ils avaient mis en énorme une photo de la nébuleuse de James Webb Space Telescope que je vous ai montré tout à l'heure pour dire regardez. La progression des connaissances fondamentales, gna gna, alors qu'en fait, c'était de l'astro-washing. Ils font quoi, un millième de pourcent de ça, et toute leur activité est basée sur de la destruction pure et dure de, de notre environnement. Euh,
Et attends, le début de ta question, c'était oui, que c'était hyper paradoxal. Et c'est exactement ça que je voulais montrer avec la photo de la baleine et de la Saturne 5, quoi. C'est que effectivement, c'est trop bizarre parce que la première fois qu'on a eu une image de la Terre, donc on a pris conscience finalement de la fragilité de notre vaisseau spatial, bah, c'est aussi par un missile, quoi. C'est en envoyant un missile qu'on a eu cette première image, quoi. Donc c'est ça qui est, et c'est hyper difficile, c'est que ces paradoxes, ils sont omniprésents. Je sais pas si ça répond à ta question ou ça, mais en tout cas, je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit. Enfin, c'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque, mais je suis d'accord. Et voilà, c'est un commentaire. Merci. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. Moi, je voulais rebondir sur le fait que vous disiez que vous aviez fait porter votre voix en tant qu'astrophysicienne en disant il n'y a pas de planète B et que vraiment de donner du poids à l'argument que la planète habitable qui est accessible, c'est la nôtre et que en fait on n'aura pas de deuxième chance avec une exoplanète quelconque. Euh, Moi, ma question, ça porte sur donc, vous disiez qu'on vous donnait un peu plus de crédit ou un peu plus d'importance à votre voix, justement parce que votre métier, c'est de chercher justement des exoplanètes et que donc le fait que vous-même vous affirmiez ou vous reconnaissiez il n'y a pas de planète B, enfin, que c'est pas une projection pour le futur d'aller habiter ailleurs, que les gens avaient plus tendance à vous écouter ou à valoriser euh, vos affirmations ou vos mises en garde. Moi, je voulais vous poser une question sur le climato-sceptisme. Comment est-ce que on peut, en tant que scientifique, euh, essayer d'alarmer de manière efficace et justement se prévenir des arguments de oui, mais vous êtes des scientifiques, vous êtes du monde de la science, donc vous avez des intérêts à, euh, à prétendre, à faire croire à un changement climatique. Donc, justement, voilà, essayer d'aller à l'encontre de la désinformation ou voilà, du climato-scepticisme. Ouais, merci pour votre question. C'est super intéressant et c'est vraiment un point clé. Je pense qu'on a tous remarqué avec la crise Covid qu'il y avait une crise de la confiance en fait du public, enfin du public de la société vis-à-vis des journalistes, des politiques et des scientifiques, qui est assez grave. Et toute cette désinformation que vous avez mentionnée, ouais, c'est vraiment un gros problème. Pour ce qui est du climato-scepticisme, moi je me suis intéressée au blocage en fait qui faisait ça. Après là, ça a beaucoup changé parce que maintenant c'est plus les inactions. Enfin, les gens sont moins climato-sceptiques, sont plus sur le fait que soit la technologie nous sauvera, les technosolutionnistes, ou tout ce qui est coincé dans le fameux triangle de l'inaction, ce genre de choses. J'ai pas de solution miracle. Il se trouve que par chance, en fait, de mon expérience, je me souviens quand j'ai commencé à bosser là-dessus, je regardais un papier, j'étais dans un avion pour faire le fameux Paris-Chili, Paris-Santiago du Chili, et il y a mon voisin qui me dit, ah mais c'est vrai ces histoires de dérèglement climatique? Donc, je parle de ça, c'était en 2019, hein. Et j'étais à oui. Et donc en discutant avec cette personne complètement qui était dans le même vol que moi, quoi. Donc finalement une couche de la société enfin, qui est assez similaire. Je me suis rendu compte de cette espèce de poids que on peut jouer avec sa crédibilité et en fait c'est hyper dangereux parce qu'il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on a aussi parmi des astrophysiciens connus, des gens qui vont justement faire détruire tout ce travail-là. Et, euh, et du coup, là, ça touche, donc, va y avoir des gens qui vont profiter de leur crédibilité, ils vont dire, ouais, je suis astrophysicien, donc écoutez-moi parce que j'ai la parole divine, pour caricaturer. Et ça, c'est hyper dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de notions d'éthique, et en particulier, je vous encourage enfin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec énormément de journalistes, ce qui est aussi un milieu qui souffre de la frénésie du journalisme et de la surinformation, etc. Donc, ils ont aussi des soucis. Et donc, c'est difficile de prendre le temps
de faire cette interaction et de faire un passage entre les deux. En plus, il se trouve que le journalisme scientifique, c'est un peu le vilain petit canard des écoles de journalisme. C'est pas le truc, le premier truc que les gens veulent faire. Euh, et donc, ouais, adopter vraiment une éthique de la communication. Et c'est pas évident, mais donc insister sur la diversité des actrices qu'on va mettre justement sous les spotlights, insister sur ouais, les différents points de vue, essayer d'avoir une vision très très élargie. C'est vraiment pas évident en fait à mettre en place au jour le jour. Donc bref, je suis partie complètement, mais pour résumer, je pense qu'il y a un énorme travail de communication avec les médias à faire et mettre en place toute une éthique et l'histoire de la crédibilité et de la confiance. Mais ouais, il n'y a pas de formule magique, quoi. Malheureusement, les gens qui sont coincés dans le climato-scepticisme, parfois ils sont vraiment coincés, coincés, il n'y a rien à faire, hein. On a beau mettre les arguments, montrer tout avec le plus de logique possible, c'est un déni. Donc là, c'est des effets psychologiques, enfin, on peut plus rien faire, quoi. Par contre, il y a toute une partie, je pense, des gens qui sont ouverts à mieux comprendre et qui ont du mal à trouver les informations parce qu'il y en a trop, parce qu'elles vont dans tous les sens. Et là, ces gens-là, on peut ensemble les guider. Et tous et toutes, quoi. Voilà. Vous avez des questions difficiles, hein. J'ai du mal à répondre. D'habitude, je suis plus droit au but et là, non. Il n'y en a pas un seul où j'ai réussi à faire ça. Merci pour l'excellente présentation. Donc, au Sénégal, c'est dans la recherche publique française en général, on subit de plus en plus de pression à faire la valorisation de ce qu'on fait. Euh, et dans cette circonstance, comment est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce que cette technologie que je vais créer va être positive ou négative vis-à-vis, voilà, c'est quand même on en parle. Est-ce que ça, forcément, ça revient à la conscience personnelle du chercheur quand il décide de voir qu'il va apprendre, ou est-ce que, voilà, on peut structurer plus que ça, tout en gardant la liberté de la recherche, bien sûr. Ouais. Non, c'est hyper dur. Je pense que ouais, parce que donc quand on parlait de liberté académique, en particulier dans le domaine de la médecine, on voit qu'il y a énormément de problèmes parce que la plupart des financements viennent de, je sais pas, d'industries pharmaceutiques privées, etc. Donc il y a beaucoup de, disons, corruption de la recherche de façon assez insidieuse. Euh, je ne sais pas pour vos recherches à vous, votre domaine, mais ouais, c'est un des gros points clés qu'on se pose avec Labo 1.5. Pareil, j'ai pas une réponse, j'ai des clés de réflexion où justement, qui va arbitrer sur la bonne enfin, les conséquences vertueuses ou non d'un axe de recherche. C'est hyper difficile en fait comme question. Comment on met les priorités et qui décide surtout ces priorités? Parce qu'aujourd'hui, la façon dont c'est fait, clairement, ça fonctionne pas. Par contre, comment faire en sorte que ça fonctionne, je sais pas. Je pense que un des points clés pour l'instant, qui semble ressortir de toutes ces conversations, c'est aussi de prendre le temps. Comme vous disiez, il y avait Désolée, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. C'est pas mal, c'est plutôt une marque de respect que l'inverse. On est débordé de tâches, de trucs, et on oublie de prendre le temps. En fait, on fonce tout droit vers un truc. Euh, donc, ouais, prendre le temps de se poser ces questions-là et considérer qu'elles font partie intégrante de notre métier. Moi, c'est comme ça que je vois en tout cas les choses se dessiner. Un petit exemple, là, il y a eu la prospective CNRS, donc INSU, l'Institut des sciences de l'univers, de la partie astronomie et astrophysique. Et pour la toute première fois, il y avait un chapitre spécial avec un groupe de travail de 10 personnes, dédié à la transition carbone. Et un autre groupe spécial, encore avec 10 autres personnes, dédié à territoire et télescope, astronomie participative, donc le lien avec la société, qui a été balayé du revers de la main pendant des siècles. Donc les choses avancent tout doucement. Comme je disais, il y a une notion de masse critique hyper importante. Mais je pense que prendre le temps et accepter d'intégrer toutes ces questions-là au jour le jour dans nos métiers, c'est déjà un point de départ énorme. Merci. Bonjour Faustine, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. J'ai une question qui concerne finalement l'éthique et l'intégrité que l'on a par rapport à la connaissance. En général,
j'ai tendance à penser que les connaissances scientifiques, voilà, n'ont pas de valeur à être bonnes ou mauvaises, c'est plutôt l'utilisation que l'on en fait et la transformation de ces connaissances vis-à-vis d'une technologie. Et je voulais savoir, du coup, pour essayer de garder cette intégrité, essayer d'être le plus neutre possible, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir tendance à aller vers une sorte de censure des connaissances, c'est-à-dire que puisque une connaissance, en fonction de comment on l'utilise, elle a un bon côté et un mauvais côté, est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait aller vers une censure de cette connaissance? Ouais, c'est une excellente question. Il y a en ce moment en plus tous les débats autour de l'intelligence artificielle sont hyper intéressants, avec le prix Nobel hein, d'ailleurs de physique là qu'on vient d'avoir, qui a été aussi lanceur d'alerte sur les conséquences de la mauvaise utilisation, comme vous l'avez bien dit, de tous ces outils. Ce ne sont que des outils. Et c'est là qu'un autre point que j'ai pas mentionné, mais qui me paraît important, c'est de travailler avec les autres corps de la recherche, comme par exemple la sociologie. En fait, on a eu tendance à pas beaucoup intégrer de sociologie et souvent se jeter sur comment on appelle ça, la manne financière promise d'une certaine découverte. Donc, par exemple, je sais pas, tout ce qui est écran. En fait, il y avait des recherches en parallèle par des chercheurs et des chercheuses, je sais pas, dans plein de domaines, la sociologie, la biologie, tout ce qui est comportemental, etc., qui ont montré que, par exemple, de 0 à 3 ans, c'était vraiment hyper mauvais de mettre un smartphone dans les mains d'un enfant, pour plein de raisons. Et en fait, ces recherches-là, les résultats de ces recherches sont arrivés plus tard. Et en fait, il y a un décalage temporel entre quand on a un verrou technologique qui est ouvert, qui va affecter notre société, donc par exemple l'intelligence artificielle, des gens qui vont travailler sur les conséquences sociales et donner des recommandations sur la mauvaise utilisation, l'utilisation de cette technologie et le moment où il y a ce lanceur d'alerte. Donc, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit, mais donc il y a un espèce de délai temporel. Et en plus, ça a été mal pris en compte. Par exemple, la monoculture, c'est pareil avec les travaux de Rachel Carson qui sont édifiants avec le printemps silencieux dans les années 60, qui disaient attention, les pesticides, la surutilisation des herbicides, des pesticides, etc., ça va être la catastrophe. Mais le temps que ces résultats de recherche soient pris en compte euh, dans les stratégies agricoles, et elles ne le sont toujours pas aujourd'hui. Enfin, regardez les néonicotinoïdes, quoi. On y revient sans cesse. C'est de la folie. Et donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, en fait. La censure, elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté parce que quand on regarde ce qui se passe même au niveau européen, il y a un tel poids des lobbies, et les lobbies qui sont des lobbies qui toujours sont motivés par l'aspect mercantile, hein, par l'économie l'argent peuvent faire sur un concept, ils sont omniprésents, ils sont cachés sous forme de chercheurs, sous forme de Tu as des mecs qui vont arriver et avec des faux résultats sur des trucs hyper importants comme les OGM, les pesticides, etc. Euh, et c'est ça le problème. Donc en fait, pour moi, la censure, elle est en fait plus de l'autre côté. C'est écouter les collègues, écouter justement cette éthique de recherche, travailler avec, ouais, comme je disais, tous les chercheurs et chercheuses dans tous les domaines, donc les SHS, les sciences fondamentales, etc. Et je ne sais pas comment on peut se battre hein, d'ailleurs contre ce poids des lobbies, mais justement, ça retourne à la liberté académique. C'est-à-dire que si c'est des entreprises pétrolières qui payent des thèses, on sait qu'ils ont des intérêts derrière. Donc, ils vont faire en sorte que les recherches soient. Et on a plein de témoignages aujourd'hui de choses qui se passent comme ça. Et en plus de les placer face à des chercheurs qui essayent de garder une éthique dans des conseils, c'est hyper grave. Et en plus, on a ce truc-là en tant que chercheur et chercheuse, c'est aussi un truc à pointer. Je sais pas si vous, enfin, par exemple, quand vous écoutez des chercheurs, chercheuses à la radio ou dans d'autres médias, souvent ils sont toujours un peu, parce qu'on nous a appris à être très, très timide tu vois, ah oui, ça va augmenter, bon, de 1 degré, mais bon, il y a des grosses incertitudes, donc je préfère pas donner de chiffres. Et ça aussi, c'est difficile à gérer parce qu'on va avoir des chercheurs et chercheuses assez humbles sur les résultats de leurs recherches et face à ça, des lobbies qui vont y aller, mais eux, ils vont tout éclater. Donc, ouais, pareil, j'ai fait une réponse super longue parce qu'il y a plein d'exemples dans la société actuellement qui résonnent avec cette question que vous avez posée, mais moi, je pense qu'elle est de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses à faire et s'écouter les uns les autres. Ouais. Franchement, travailler avec les sociologues, par exemple, ça, c'est un point clé à mon avis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Les historiens aussi.
parce qu'il y a toute l'histoire des archives. Je ne sais pas dans vos domaines de recherche, mais par exemple, quand je vous ai parlé des télescopes qui ont été placés sur le Mauna Kea à Hawaï, les archivistes n'existent plus aujourd'hui. Une fois qu'ils sont partis à la retraite, c'est fini, ils n'ont pas été remplacés. Donc en fait, on perd des connaissances qui sont énormes pour comprendre comment aujourd'hui on est là. Parce qu'en fait, tout derrière, il y a eu un cheminement et ce cheminement, on est en train de l'oublier. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. À mon avis, rassembler ces thématiques, on a vraiment fait cette séparation art-sciences, sciences dures, sciences, je sais pas quoi là. Et ça, je pense que c'est une erreur de fragmenter les domaines. J'arrête là parce que je trop parlé. Je pense qu'on va arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante qui a donné lieu à pas mal d'échanges. Donc, ça promet pour la table ronde de demain, hein. Merci à vous tous et merci à toi, hein. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir ou t'écouter à un autre moment. Bah, Merci. merci pour votre écoute et puis bah, je vous souhaite une très bonne conférence à toutes et à tous et de bonnes discussions.